Alex, si tu veux voir, on va les informations maintenant. Les questions-réponses, de toute façon, tout à l'heure. Ok. Bien, là. Très bien, très bien. Merci, docteur Léada, de me permettre de faire un cours sur une plateforme type webinar. Alors, je vais traiter d'une question qui est assez vaste, c'est les tumeurs de l'œsophage, et mon cours va être divisé en deux parties. Je vais traiter d'abord des tumeurs bénignes de l'œsophage, et à peu près de citer toutes les tumeurs qu'on peut rencontrer en général qui sont diagnostiquées en endoscopie, et de détailler un peu les différentes options thérapeutiques, essentiellement chirurgicales, et parler du cancer, de la pathologie néoplasique qui correspond à notre principale activité en pathologie tumorale œsophagienne. Alors, juste un petit rappel par rapport à quelques notions anatomiques qui sont nécessaires, juste pour rappeler que l'œsophage et la trachée ont une origine embryologique commune et que c'est à la 5e semaine de gestation que se développe la partie proximale du tube digestif, et cette origine embryologique commune explique certaines pathologies néonatales qui sont les fistules trachéo-œsophagiennes et peut expliquer certaines pathologies tumorales bénignes essentiellement, comme les kystes dysembryonnaires ou dysembryosiques. Alors, à partir de la 4e semaine, il y a une différenciation de l'arc trachéobronchique et de l'œsophage. Et l'œsophage, une fois formé, s'étend sur 3 compartiments, compartiment cervical, thoracique et abdominal. Alors, l'œsophage mesure environ 25 cm de long, 5 à 6 cm d'œsophage cervical, 15 cm d'œsophage intrathoracique et 4 à 5 cm d'œsophage intra-abdominal. Histologiquement, l'œsophage est formé de 4 couches, une couche muqueuse de type malpighienne, une couche sous-muqueuse qui contient essentiellement un réseau riche en vascularisation artérielle, veineuse et lymphatique, et deux couches musculaires, une couche musculaire profonde circulaire et une couche musculaire superficielle longitudinale. Alors, je passe rapidement, juste par rapport à l'œsophage cervical. Notre voie d'abord d'œsophage cervical en chirurgie digestive, essentiellement se fait par cervicotomie latérale gauche. Cette voie d'abord nous permet d'accéder assez facilement, après avoir récliné la loge vasculaire en externe et la loge viscérale en interne, d'accéder à cet organe qui est situé dans la partie la plus postérieure. D'abord, nous permet d'accéder à tout l'œsophage cervical assez facilement et de le disséquer et de traiter toutes les pathologies qui sont à ce niveau. Pour l'œsophage intrathoracique, essentiellement, la principale voie d'abord est la voie thoracique, que ce soit la thoracotomie latérale droite ou gauche, et permet d'accéder à l'ensemble de la partie thoracique de cet organe, essentiellement réservée pour la pathologie cancéreuse, cette voie d'abord, mais aussi pour la pathologie bénigne, plus rarement. Voilà, une thoracotomie postérolatérale droite et une thoraco-phrénolaparotomie gauche. On peut accéder aux œsophages intrathoraciques sans thoracotomie, avec une dissection par voie cervicale et par voie médiastinale, mais en général, cet abord est réservé pour les pathologies bénignes, notamment dans les ingestions caustiques de l'œsophage, mais pour la pathologie tumorale, nous réalisons essentiellement des voies transthoraciques. Pour l'œsophage abdominal, qui est relativement court, qui mesure 3 à 4 cm, l'abord peut être fait par voie classique, par la parotomie, ou par voie cœlioscopique, avec dissection de toute la partie de l'œsophage intra-abdominal. Un mot sur la vascularisation artérielle de l'œsophage. Au niveau cervical, elle est surtout sous la dépendance des artères thyroïdiennes inférieures,
Au niveau thoracique, c'est surtout les branches terminales de l'aorte thoracique, qui sont en général au nombre de 5. Et au niveau abdominal, c'est dépend de l'artère gastrique gauche qui naît du tronc cœliaque. Pour la vascularisation veineuse, pour l'œsophage cervical et thoracique, elle est sous la dépendance du réseau cave supérieur. Et pour l'œsophage intra-abdominal, elle est sous la dépendance du réseau porte. Et ces anastomoses portocaves qui siègent au niveau de la jonction œsogastrique, au niveau de la sous-muqueuse, expliquent certaines pathologies variqueuses, qui sont les varices œsophagiennes, lorsqu'il y a une hypertension de type portal. Le drainage lymphatique, il est complexe, il a tout son intérêt dans le traitement de la pathologie cancéreuse. Essentiellement, se fait par les ganglions périœsophagiens et latérotrachéaux pour l'œsophage cervical et l'œsophage suscarinaire, et pour les 2 tiers inférieurs de l'œsophage, essentiellement par les ganglions périœsophagiens et les ganglions du tronc cœliaque. Et tout ça est drainé par le canal thoracique au niveau thoracique et cervical. L'innervation, elle est mixte, sympathique et parasympathique. Sympathique par l'intermédiaire des ganglions sympathiques paravertébraux qui assurent une innervation sensitive, et parasympathique par le nerf vague qui assure une innervation motrice. Voilà. J'en ai fini avec ce petit rappel anatomique. Ces notions fondamentales sont indispensables pour la pratique de la chirurgie œsophagienne, que ce soit pour la pathologie tumorale bénigne ou maligne, ou même autres pathologies type caustique ou troubles moteurs de l'œsophage. Alors, les moyens d'exploration étaient largement détaillés par Dr Kazula. Elles sont essentiellement endoscopiques, mais aussi radiologiques. On peut avoir aussi recours à l'opacification hydrosoluble, mais essentiellement, actuellement, c'est l'endoscopie qui reste l'examen clé, notamment pour l'exploration de l'œsophage dans sa partie intraluminale et couplé au scanner lorsqu'il existe une suspicion de pathologie tumorale œsophagienne. Alors voilà l'aspect de tumeur intraluminale qu'on rencontre en endoscopie, qui sont des tumeurs bourgeonnantes en général, et cette endoscopie va permettre la biopsie. Le transit ou l'opacification hydrosoluble permet d'explorer à la fois la lumière œsophagienne à la recherche d'images lacunaires évoquant une pathologie tumorale, mais aussi permet de diagnostiquer les troubles de la déglutition, les diverticules, les sténoses peptiques ou caustiques et les autres pathologies œsophagiennes, mais on l'utilise de moins en moins parce que le scanner permet d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis, surtout lorsqu'on demande aux malades de boire un produit de contraste lorsqu'on réalise cet examen. Voilà quelques images. Voilà un diverticule pharyngo-œsophagien et une image lacunaire qui évoque une tumeur intra-œsophagienne. L'écho-endoscopie, c'est un examen endoscopique couplé aux ultrasons, permet d'explorer les tumeurs intrapariétales, c'est-à-dire qui ne se développent pas dans la lumière œsophagienne, extraluminale plutôt, et ces tumeurs représentent une pathologie assez rare dans la pathologie tumorale œsophagienne. Le scanner aussi permet le diagnostic, mais aussi le bilan d'extension locale, régionale et à distance, essentiellement des cancers de l'œsophage. On y a recours systématiquement en pathologie cancéreuse. Alors voilà, maintenant, après ces brefs rappels, je vais rentrer dans le vif du sujet en parlant des tumeurs bénignes de l'œsophage, qui sera la première partie du cours. Et après, je parlerai assez brièvement, en rappelant des notions générales, de la pathologie cancéreuse
proprement dit. Alors, je commencerai par cette brève introduction en disant que les tumeurs bénignes de l'œsophage représentent moins de 1% des tumeurs œsophagiennes diagnostiquées. Lorsqu'on parle de tumeurs de l'œsophage, en général, on parle de cancer de l'œsophage. Il faut avoir à l'esprit qu'il existe des tumeurs bénignes qui nécessitent un traitement beaucoup moins agressif et qui sont de bien meilleurs pronostics. Ces tumeurs bénignes représentent moins de 10% des tumeurs œsophagiennes opérées, parce que la plupart des malades sont traités endoscopiquement. Et il faut savoir que 80% des tumeurs bénignes de l'œsophage sont asymptomatiques et sont de découverte fortuite lors d'un examen de routine, type endoscopie ou imagerie, type scanner. Les tumeurs sous-muqueuses à développement intrapariétal, dominées par les tumeurs mésenchymateuses, comme les léomyomes ou les polypes fibrovasculaires et les kystes dysembryonnaires. Les tumeurs muqueuses sont à développement plutôt intraluminal, qui sont représentées par les polypes et les polypes inflammatoires. Pseudopolypes inflammatoires. Alors, il existe une classification de ces tumeurs de l'œsophage, c'est la classification de l'OMS qui a été publiée maintenant il y a 30 ans. On a les tumeurs épithéliales qui se développent au dépend de la muqueuse œsophagienne qui est en général de type malpighienne. Les tumeurs non épithéliales, c'est ce qu'on appelle les tumeurs mésenchymateuses. Les tumeurs mésenchymateuses qui se développent au dépend soit de la sous-muqueuse. Alors, elles peuvent être composées de cellules musculaires lisses comme les léomyomes ou de tumeurs ou des cellules nerveuses comme les schwannomes et les neurofibromes. Donc, tout dépend, de quelle structure pariétale se développe la tumeur. On a aussi les lésions pseudotumorales comme les polypes fibrovasculaires, les polypes fibro-inflammatoires, les kystes congénitaux et les polypes hyperplasiques. Alors, pour les tumeurs intraluminales ou épithéliales, l'endoscopie permet la détection des tumeurs et permet aussi la réalisation de biopsies pour un diagnostic histologique de certitude. Par contre, pour les tumeurs intrapariétales ou mésenchymateuses, ce qu'on appelle les tumeurs sous-muqueuses en général, c'est l'échoendoscopie qui permet de voir ces tumeurs à travers la paroi œsophagienne, mais aussi les biopsies en passant à travers cette muqueuse œsophagienne. Alors, l'imagerie type scanner a un rôle, c'est essentiellement de poser un diagnostic différentiel avec le cancer. Et l'imagerie par résonance magnétique, type IRM, a une utilité lorsqu'il y a impossibilité d'avoir recours à la TDM, soit pour de multiples raisons. Par exemple, chez la femme enceinte chez qui on ne peut pas faire de TDM, on a souvent recours à des IRM. Alors, je commencerai par les tumeurs sous-muqueuses. Et en premier, le léomyome. Alors, le léomyome, c'est une tumeur musculaire lisse qui se développe au dépend de la musculeuse œsophagienne. Elle refoule et fait bomber la muqueuse, donc ça donne cet aspect en endoscopie, cet aspect de tumeur sous-muqueuse qui bombe à travers la muqueuse. Et pour avoir une preuve histopathologique, il faut faire une biopsie traversant la muqueuse et la sous-muqueuse. Alors, la stratégie thérapeutique de ces léomyomes dépend de la taille. Lorsqu'elle est inférieure à 5 cm et lorsque le léomyome est unique et asymptomatique, une simple surveillance, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas un traitement particulier. Mais lorsque sa taille est supérieure à 5 cm et lorsqu'il est symptomatique, une exérèse endoscopique est la règle. Lorsque l'endoscopiste ne peut pas pratiquer l'exérèse, vu la taille importante, ou lorsque
cette tumeur n'est pas accessible, l'énucléation extramuqueuse par voie transthoracique, si le léomiome est situé au niveau de l'œsophage thoracique, ou par voie cervicale, s'il est au niveau de l'œsophage cervical, ou par voie abdominale, s'il est au niveau de l'œsophage abdominal. Il faut savoir que 90% des léomyomes sont situés au niveau du tiers inférieur de l'œsophage. Donc, ils sont accessibles soit par voie transthoracique, soit par voie transabdominale. Voilà l'aspect sur une pièce d'œsophagectomie d'une tumeur léomyomateuse avec un développement essentiellement extramuqueux intrapariétal, refoulant la muqueuse jusqu'à obstruer la lumière œsophagienne et être à l'origine d'une dysphagie. Là, on comprend tout de suite que cette tumeur, vu sa taille, n'est pas accessible à une exérèse endoscopique et qui a nécessité un geste plus ou moins radical, type œsophagectomie, ce qui est exceptionnel pour ce type de tumeurs, qui sont des tumeurs bénignes pour lesquelles on a recours essentiellement à des résections type énucléation. Alors, qu'est-ce qu'une énucléation d'une tumeur bénigne de l'œsophage type léomiome? C'est une incision de type longitudinal ouvrant la couche musculaire superficielle qui est en général composée de fibres longitudinales. On pédiculise le léomiome par une dissection douce refoulant les fibres musculaires de la couche profonde qui sont en général circulaires. Et après exérèse de la pièce, on ferme longitudinalement la brèche musculaire sans ouvrir la muqueuse œsophagienne. Alors, c'est comme ça qu'on a encore une énucléation extramuqueuse, soit par voie ciel ouvert, soit par voie laparoscopique, soit laparoscopique ou thoracoscopique. Ça regroupe un groupe hétérogène de lésions représentant 25% des tumeurs bénignes de l'œsophage. Elles sont découvertes essentiellement chez l'homme à partir de 60 ans et ils se situent dans 85% des cas à proximité de la bouche œsophagienne, juste au-dessous du muscle cricopharyngien. Alors, il regroupe des lésions intraluminales histologiquement variées, suivant le contingent conjonctif majoritaire, réalisant soit l'aspect d'un fibro-lipome, si le contingent fibreux est majoritaire, soit l'aspect d'un angiolipome, si le contingent vasculaire est majoritaire, soit l'aspect d'un fibromyxome, s'il y a une composante fibreuse et une composante édémateuse. Alors, le polype est unique le plus souvent, mais parfois il peut être multiple. Donc, il faut procéder à plusieurs résections. Alors, la symptomatologie, c'est la dysphagie qui évolue de façon intermittente, parfois associée à des régurgitations à une gêne rétrosternale, faisant évoquer en premier lieu une pathologie diverticulaire. Le transit œsophagien peut montrer une image lacunaire au sein d'une dilatation, comme on le voit sur l'image de gauche. On voit bien le polype fibrovasculaire qui est pédiculé, avec une base d'implantation qui est courte, et il entraîne une image lacunaire au sein de la lumière œsophagienne. Là, sur l'imagerie scanner, à droite, on voit bien que le polype obstrue carrément la lumière œsophagienne. Donc, ce qui peut expliquer qu'il est à l'origine de dysphagie. Alors, l'exérèse chirurgicale est la règle. Essentiellement, on risque d'asphyxie suite à une extériorisation du polype fibrovasculaire. Il faut savoir qu'il y a des malades qui arrivent à vomir leur polype, mais aussi cette dysphagie peut être très gênante et peut vraiment empêcher le malade de s'alimenter correctement.
L'exérèse par voie endoscopique avec 5 sections du pédicule et le traitement de référence. Si le pédicule ou la base d'implantation est étroite. Maintenant, si le pédicule est important, s'il est situé très haut sur la jonction pharyngo-œsophagienne, l'exérèse chirurgicale est conseillée du fait de la difficulté qui peut être due à sa difficulté pour l'exérèse endoscopique qui peut être due à son implantation très haute. Alors, voilà l'image d'un polype fibrovasculaire qui a été extériorisé, carrément vomi par le malade, par la bouche. Et lorsqu'on l'aborde par voie cervicale, on arrive carrément à l'extérioriser. Donc, c'est un pédicule, c'est une tumeur qui est pédiculée avec une base d'implantation qui est très large. Donc, difficile à enlever endoscopiquement. Et dans ces polypes fibrovasculaires, en général, il y a au niveau de sa base d'implantation, elle est richement vascularisée. Donc, si on enlève endoscopiquement, on peut avoir des problèmes pour faire l'hémostase. Donc, la voie chirurgicale, dans ce cas-là, est conseillée et recommandée. Alors, après les léomyomes et les polypes fibrovasculaires, je vais parler d'une tumeur qui sont des tumeurs congénitales, qui sont les kystes dysembryonnaires. Alors, ils apparaissent, sont dus à une apparition d'un bourgeonnement anormal lors de la formation de l'appareil respiratoire. Ce bourgeon surnuméraire se développe à proximité du diverticule respiratoire entre la 4e et la 11e semaine, donnant un kyste à contenu séromuqueux, sans communication avec la lumière digestive. Donc, c'est un kyste dysembryonnaire ou dysembryosique dû à un trouble de développement embryonnaire du bourgeon trachéobronchique. Alors, c'est des lésions qui sont en général diagnostiquées durant l'enfance, rarement chez l'adulte. Les kystes, cependant, il existe des kystes acquis rétentionnels qui sont formés suite à une dilatation kystique inflammatoire des canaux excréteurs des glandes œsophagiennes sous-muqueuses, le plus souvent au tiers inférieur. Donc, cette pathologie kystique ou kyste dysembryonnaire est une anomalie du développement du bourgeon trachéobronchique ou elle peut être acquise due à une dilatation kystique rétentionnelle suite à une rétention qui a lieu au niveau des canaux excréteurs des glandes œsophagiennes sous-muqueuses, qui siègent en général le plus souvent au niveau du tiers inférieur. Alors, stratégie thérapeutique pour ces kystes, les ponctions sont insuffisantes, l'exérèse chirurgicale est la règle, il doit être complète car il y a un risque élevé de récidive. Aussi, l'énucléation extramuqueuse par voie transthoracique, transcervicale ou transabdominale est conseillée. Une énucléation extramuqueuse, c'est-à-dire sans qu'il y ait ouverture de la muqueuse. Et l'abord mini-invasif est actuellement conseillé, en l'occurrence la thoracoscopie associée à un repérage écho-endoscopique. Alors, pour juste vous montrer un kyste dysembryosique intrathoracique qu'on a opéré dans le service, voici l'œsophage intrathoracique qui est disséqué. Voici le kyste qui est réséqué par ce qu'on appelle une énucléation extramuqueuse sans ouverture de la lumière œsophagienne. Alors, une autre tumeur bénigne de l'œsophage, qui sont les tumeurs à sénules granuleuses ou tumeurs d'Abrikosov. Tumeur d'Abrikosov est une lésion bénigne de la sous-muqueuse du tiers inférieur de l'œsophage. Elle est faite de cellules fusiformes ou polygonales granuleuses en raison de la présence de granulation prenant la coloration type acide périodique du Schiff dans leur cytoplasme. Elles expriment la protéine S100
et la neurone spécifique énolase, faisant évoquer la cellule de Schwann comme précurseur. Donc, ces tumeurs à cellules granuleuses ou tumeurs d'Abrikosov ont une origine nerveuse et se développent au niveau de la paroi œsophagienne. Alors, elles peuvent être associées dans 10% des cas à un carcinome épidermoïde de l'œsophage ou un lymphome. Le caractère infiltratif de la tumeur à cellules granuleuses n'est pas synonyme de malignité, c'est-à-dire une tumeur bénigne peut être infiltrante. Le plus souvent, ces tumeurs sont asymptomatiques, mais peuvent être à l'origine de dysphagie ou une gêne rétrosterne. La biopsie est en général contributive, surtout à l'aide d'une échoendoscopie. Et l'examen IRM révèle en général une tumeur bien limitée, hypodense en T1 et légèrement hyperdense en T2. Voilà une tumeur à cellules granuleuses d'Abrikosov. On voit l'aspect endoscopique et l'aspect antéogédé qui entraîne une tumeur lacunaire. Alors, c'est une tumeur qui a développement, une image lacunaire, pardon. C'est une tumeur à développement sous-muqueux et qui entraîne une protrusion de la muqueuse au sein de la lumière œsophagienne. La stratégie thérapeutique, en général, c'est l'abstention et la surveillance, surtout devant le caractère polysymptomatique de ce type de tumeur. S'il y a lieu d'intervenir pour des raisons de dysphagie ou de douleur, les nucléations extramuqueuses restent la règle, comme pour les autres tumeurs sous-muqueuses, essentiellement par un abord mini-invasif, type thoracoscopie ou laparoscopie, ou par cervicotomie. Pardon, c'est le siège de la tumeur qui est situé au niveau cervical. Alors, je passe sur ça. Ah, voilà. Les hémangiomes, c'est des tumeurs congénitales en général qui sont développées à partir des vaisseaux de la sous-muqueuse, tient inférieur de l'œsophage. Ces tumeurs sont en général asymptomatiques, découvertes fortuites, mais peuvent être à l'origine d'hémorragie. Alors, ces tumeurs réalisent un aspect pédiculé, gris bleuté, dépressible facilement à l'endoscopie. Le diagnostic est confirmé par la TDM injectée et la résection endoscopique est réservée aux tumeurs de petite taille ou pédiculées dans les formes transpariétales pouvant nécessiter, seules les formes transpariétales peuvent nécessiter une exérèse chirurgicale. En général, les hémangiomes, on ne les opère pas, sauf si elles sont à l'origine de complications type hémorragie et qu'on essaye de juguler par voie endoscopique. Maintenant, après échec d'un traitement endoscopique, c'est exceptionnel qu'on ait en général, il faut les laisser tranquilles. Voilà l'aspect d'un hémangiome œsophagien, c'est une tumeur de type vasculaire, c'est une malformation vasculaire, développement sous-muqueux et qui va comprimer la muqueuse de dehors en dedans. Maintenant, la dernière tumeur sous-muqueuse, qui sont les lipomes, qui sont les tumeurs c'est une tumeur graisseuse. C'est très rare d'avoir des lipomes œsophagiens. Elles réalisent une masse jaunâtre, sessile, parfois pédiculée, souple, facilement dépressible. Ils sont parfois à l'origine de dysphagie et seulement lorsqu'elles sont symptomatiques, on aura recours à la chirurgie d'exérèse ou l'exérèse qui n'est réservée que pour les voluminolipomes. Cependant, les petits lipomes sont réséqués pour la plupart endoscopiques. Voilà. Après les tumeurs de la sous-muqueuse, alors qui sont des tumeurs en général asymptomatiques, le traitement dépend de la taille, de la symptomatologie, mais aussi de la localisation. On va passer aux tumeurs muqueuses qui se développent au début de la muqueuse œsophagienne qui est de type malpighienne. Alors, les adénomes, qui sont les tumeurs les plus fréquentes, ou ce qu'on appelle plus communément les polypes, qui sont des tumeurs bénignes, d'allure glandulaire,
réalisant une masse polypoïde intraluminale, le plus souvent du tiers inférieur de l'œsophage, et qui sont à risque de dégénérescence. L'endoscopie reste l'examen de choix, car permet le traitement, car permet l'exérèse. L'exérèse chirurgicale n'est réservé que pour les très volumineux lipomes polypes ou pour les polypes dégénérés. Les papillomes, ils réalisent une prolifération papillaire bénigne avec un axe conjonctivo-vasculaire central recouvert d'un épithélium pavimenteux stratifié. Il siège le plus souvent au niveau du tiers inférieur de l'œsophage. Alors, voici l'aspect d'un papillome œsophagien. Alors, en général, c'est des lésions qui sont dues à une infection par un virus type HPV et qui sont pour le plus souvent réséquées endoscopiquement. Maintenant, il y a d'autres tumeurs qui sont rares. C'est les tumeurs nerveuses comme les schwannomes et les pseudotumeurs inflammatoires de l'œsophage que je citerai juste pour être un peu exhaustif. Voilà. Alors, les principaux messages, c'est que les tumeurs bénignes, qu'elles soient muqueuses ou sous-muqueuses, sont le plus souvent asymptomatiques, de découverte fortuite. Le diagnostic est fait par l'endoscopie pour les tumeurs muqueuses et par l'écho-endoscopie essentiellement pour les tumeurs sous-muqueuses, car permet la biopsie et le diagnostic de certitude histologique. Le traitement dépend essentiellement de la taille, de la localisation, mais surtout de la symptomatologie. Il est hors de question d'opérer une tumeur bénigne qui est asymptomatique. Si elle est des découvertes fortuites, il faut la laisser tranquille. La stratégie thérapeutique n'est pas toujours évidente, vu les variétés histopathologiques rencontrées, mais lorsque prendre en considération l'âge du patient, le risque de dégénérescence, la taille, la symptomatologie et la localisation. Maintenant, après les tumeurs bénignes, je vais parler des cancers de l'œsophage. Quand on emploie le terme cancer de l'œsophage, ça représente 90% des tumeurs de l'œsophage. Donc, de toute tumeur de l'œsophage, un cancer jusqu'à preuve du contraire. Essentiellement, c'est deux types histologiques. C'est le carcinome épidermoïde et l'adénocarcinome. Il faut savoir que en Algérie, contrairement dans les pays occidentaux, l'incidence du carcinome épidermoïde est relativement stable, alors que dans les pays développés, elle est en nette diminution, contrairement à celle de l'adénocarcinome qui est en nette augmentation. Il existe d'autres cancers de l'œsophage que les tumeurs épithéliales, qui sont les tumeurs stromales gastro-intestinales ou gistes. Ce sont des tumeurs mésenchymateuses, ou ce qu'on appelle des sarcomes indifférenciés, qui ne peuvent pas être attachés à une origine musculaire lisse ou nerveuse, type schwannienne. Donc, cette dédifférenciation ne permet pas de les classer parmi les tumeurs musculaires ou les tumeurs nerveuses. Donc, ils ont été regroupés dans un dénominateur commun qui sont les tumeurs stromales gastro-intestinales. Il y a aussi les carcinomes neuroendocrines, ce qu'on appelle les tumeurs carcinoïdes. Et il y a aussi les lymphomes. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais essentiellement, ce sont des tumeurs carcinomateuses, type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome. Alors, les facteurs de risque, essentiellement, c'est l'intoxication alcoolotabagique, notamment pour le carcinome épidermoïde. Pour l'adénocarcinome, essentiellement, c'est le tabac et l'alimentation hypercalorique et riche en protéines animales. Il faut savoir que pour qu'il y ait
cancer, il faut des facteurs de cancérogénèse ou de carcinogénèse. Alors, ils peuvent être exogènes, c'est l'environnement, mais ils peuvent être aussi endogènes, et ça, c'est des facteurs intrinsèques. Pour le carcinome épidermoïde, la principale lésion précancéreuse reste l'achalasie de l'œsophage ou mégaœsophage, qui, après 20 ans d'évolution, peut entraîner une dégénérescence type carcinome épidermoïde. La dégénérescence des lésions kystiques a été aussi décrite, mais qui survient pratiquement très longtemps après les lésions caustiques primitives et dont le pronostic n'est pas rejoint les carcinomes épidermoïdes développés sur un œsophage sain. Contrairement au carcinome épidermoïde, l'adénocarcinome se développe sur une muqueuse de type glandulaire. Cette dégénérescence d'une muqueuse dite métaplasique survient sur une lésion préexistante qui est l'endobrachéosophage. Alors, pour qu'il y ait adénocarcinome, il faut qu'il y ait la séquence métaplasie, dysplasie, néoplasie. Qu'est-ce que c'est que la métaplasie? C'est une muqueuse ectopique qui va se développer de type intestinal, qui va se développer, ou glandulaire, qui va se développer au sein d'une muqueuse de type épidermoïde. Cette métaplasie va entraîner la formation, on va faire le lit de la dysplasie, qui va évoluer en dysplasie de bas grade, en dysplasie de haut grade et en néoplasie. Alors, pour qu'il y ait cette séquence de carcinogénèse, il faut qu'il y ait des facteurs prédisposants. Alors, la dysplasie, qui est définie comme une hyperplasie associée à une dédifférenciation, des anomalies cytonucléaires, une activité mitotique augmentée, une apoptose et une désorganisation architecturale. La dysplasie est gradée selon différents grades, enfin peut-être de bas grade ou de grade élevé, et lorsqu'elle est de grade élevé, elle peut dégénérer en néoplasie. Par contre, la métaplasie, c'est la transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, de structures et de fonctions différentes, normal quant à son architecture, mais anormal quant à sa localisation. Donc, c'est le développement par exemple, d'un tissu normal au sein d'un autre tissu normal, mais dont le siège est anormal. Donc, ce sont les deux principales lésions prédisposantes intrinsèques qui vont faire le lit du cancer, la dysplasie et la métaplasie. Alors, juste pour rappeler que les séquences de carcinogénèse ne sont pas les mêmes pour le carcinome épidermoïde, qui est souvent dû à une intoxication alcoolotabagique de longue date, qui va faire le lit de la dysplasie, qui va évoluer vers la métaplasie. Alors que pour l'adénocarcinome, c'est essentiellement une métaplasie de type intestinal au sein d'une muqueuse de la dysplasie, puis vers la néoplasie. Cette métaplasie, en général, survient après de longs antécédents de reflux gastro-œsophagien qui va entraîner la formation d'un endobrachéosophage ou d'un œsophage de Barrett. Alors, une fois la dégénérescence et une fois que la dégénérescence ait lieu et que le cancer se développe progressivement à travers la paroi œsophagienne, en infiltrant les différentes couches pariétales, il y a une extension locale, une extension régionale qui est en général ganglionnaire et une extension à distance qui est en général au niveau des organes soit de voisinage, soit des organes à distance. Ce sont les métastases.
Alors, cette extension locale est à l'origine du principal symptôme qui est la dysphagie. Pourquoi? Plus la tumeur grossit, plus elle va obstruer la lumière œsophagienne. Donc, le principal symptôme du cancer de l'œsophage reste la dysphagie. C'est le symptôme révélateur le plus souvent. Il est souvent isolé au début de la maladie et d'installation progressive. C'est-à-dire que le malade va rapporter d'abord une dysphagie solide, puis qu'il va s'aggraver progressivement. Lorsqu'il y a des signes associés, ça reflète en général un état assez avancé du cancer, ça veut dire que c'est un stade localement avancé, type douleur thoracique rétrosternale, dysphonie, toux, hémoptysie, fausse route, dyspnée, infection pulmonaire, OK, ou hémorragie type hématémèse, ou des anémies microcytaires hypochromes dues à un saignement occulte. Mais en général, retenez que c'est l'hémorragie d'aggravation progressive qui est le principal symptôme. Bien sûr, du fait des facteurs de risque, il faut toujours rechercher les cancers associés, qui sont les cancers ORL ou trachéobronchiques. Essentiellement dû à l'intoxication alcoolo-tabagique. Le diagnostic est fait essentiellement par l'endoscopie parce que ce sont des tumeurs épithéliales. C'est de certitude à travers la biopsie permet de calculer la distance de la tumeur avec les arcades dentaires afin de situer l'œsophage, la tumeur sur quelle partie de l'œsophage, permet d'évaluer l'étendue de l'atteinte circonférentielle, permet de voir si la tumeur est sténosante, franchissable ou non franchissable, permet de calculer aussi la longueur de la lésion et aussi permet de rechercher des lésions multifocales synchrones qui peuvent modifier la stratégie thérapeutique. Il existe pour les adénocarcinomes de l'œsophage une classification qui a été rapportée par un chirurgien allemand qui est Siewert, ou Sievert, ça dépend comment on le prononce. Alors, pour le carcinome épidermoïde, le tiers supérieur. Pour les adénocarcinomes, ils se développent en général sur un endobrachéosophage ou un oesophage de Barrett, donc le siège est essentiellement au niveau du tiers inférieur ou au niveau de la jonction œsogastrique. Alors, ces adénocarcinomes du tiers inférieur de l'œsophage et de la jonction œsogastrique sont classés selon la classification de Siewert par rapport à leur localisation en prenant comme la ligne de transition ou la ligne de jonction entre la muqueuse œsophagienne qui est de type malpighienne et la muqueuse gastrique qui est de type glandulaire. Si la tumeur est située à plus 1, plus 5 de la ligne Z au niveau du versant œsophagien, c'est un Siewert 1, c'est un adénocarcinome du tiers inférieur de l'œsophage. Si la tumeur est située entre plus 1 et moins 2 de la ligne Z, c'est un adénocarcinome de la jonction œsogastrique. Et si la tumeur est située à moins 2, moins 5 de la ligne Z, c'est un adénocarcinome de l'estomac. Donc, il n'est pas pris dans les tumeurs de l'œsophage. Donc, ce que je considère comme adénocarcinome de l'œsophage, seulement, c'est les Siewert in Z. Cette classification doit être utilisée que pour les adénocarcinomes. Les carcinomes épidermoïdes ne font pas partie de cette classification des tumeurs de la jonction œsogastrique. Bien sûr, après diagnostic positif, il faut faire un bilan d'extension qui doit être fait essentiellement par un examen type scanner de première intention afin d'éliminer les localisations secondaires qui sont le plus souvent dans plus de 90% des métastases hépatiques. Et lorsque le scanner montre des métastases hépatiques, le malade est confié d'emblée à une chimiothérapie palliative ou un traitement palliatif qui soit endoscopique, chirurgical ou médical, type chimiothérapie. Bien sûr, permet de rechercher une extension régionale type ganglionnaire
et permet aussi d'évaluer la résicabilité locale ou l'extension locale en essayant d'apprécier les rapports de cette tumeur avec les organes de voisinage, notamment l'aorte thoracique à ce niveau, cette tumeur qui recouvre l'aorte thoracique sur plus de 90 degrés, rechercher une éventuelle infiltration de l'arc trachéo-bronchique. Tout ça, ce sont des signes de mauvais pronostic qui permettent de classer la tumeur comme localement avancée et ne peuvent pas espérer un traitement type curatif. Alors, un autre examen qui a toute sa place dans le bilan d'extension des cancers de l'œsophage est l'échondoscopie, car permet d'évaluer l'étendue de l'extension transpariétale, mais aussi permet d'apprécier l'extension ganglionnaire de la tumeur. Aussi, l'intérêt de l'échondoscopie dans le cancer de l'œsophage, c'est dans les tumeurs superficielles qui ne dépassent pas la sous-muqueuse œsophagienne. Ces tumeurs superficielles peuvent être classées tumeurs intramuqueuses ou tumeurs atteignant la sous-muqueuse. Pour les tumeurs intramuqueuses, elles sont classées M1 lorsqu'elles sont in situ ou c'est seulement de la dysplasie sévère. Elles sont classées M2 lorsqu'il y a un envahissement de la muqueuse. Elles sont classées M3 lorsqu'il y a un envahissement de la muscularis mucosa. Pour les tumeurs atteignant la sous-muqueuse, elles sont classées SM1 lorsqu'elles atteignent la partie superficielle de la sous-muqueuse, SM2 lorsqu'elles atteignent la partie moyenne et SM3 lorsqu'elles atteignent la partie profonde de la sous-muqueuse. Une fois cette partie profonde de la sous-muqueuse dépassée, ce n'est plus une tumeur superficielle, mais c'est un cancer dit invasif. Alors, il existe d'autres examens qui peuvent être utilisés pour le bilan d'extension tumorale. On peut avoir recours soit à des scintigraphies osseuses ou à une imagerie métabolique, comme la tomographie par émission de positrons. Ces examens n'ont d'intérêt lorsqu'il y a une suspicion d'atteinte métastatique à distance, type métastase osseuse ou métastase surrénalienne ou autre, qui ne sont pas fréquentes pour le cancer de l'œsophage et peuvent permettre de modifier la stratégie thérapeutique. Mais ils ne doivent pas être utilisés ni en première ni en deuxième intention d'ailleurs. Un autre bilan d'extension auquel on a recours, ce sont les laparoscopies exploratrices. Ces laparoscopies exploratrices sont essentiellement utilisées pour la détection de l'atteinte péritonéale, essentiellement pour les adénocarcinomes de la jonction œsogastrique et du tiers inférieur de l'œsophage. Ces adénocarcinomes, ces cellules carcinomateuses, adénocarcinomateuses peuvent avoir un tropisme péritonéal assez important et une métastase péritonéale contre-indique un traitement curateur. Donc, on peut avoir recours à cet examen qui est quand même assez invasif parce qu'il nécessite une anesthésie générale. On met les trocars de cellio et on recherche des métastases viscérales type carcinose essentiellement qui contre-indiquent une chirurgie curatrice. Bien sûr, dans le bilan d'extension, il faut rechercher les cancers associés, type cancer ORL, cancer bronchique. Et c'est un bilan qui est indispensable, surtout pour le carcinome épidermoïde et pour l'adénocarcinome, du fait de l'intoxication tabagique qui est très fréquente chez ces patients. Bien sûr, avant de traiter la maladie, il faut évaluer le malade, surtout s'il est candidat à un exercice chirurgical, par un bilan d'opérabilité qui apprécie l'état général du malade, l'état respiratoire, cardiovasculaire, rénale, hépatique, rechercher d'éventuelles comorbidités type diabète, hypertension portale, neuropathie, qui peuvent contre-indiquer un geste de chirurgie radicale, quand même qui reste une chirurgie assez lourde. Bien sûr, avant de prendre en charge chirurgicalement le cancer de l'œsophage, il faut une prise en charge nutritionnelle des patients. Et là, on peut avoir recours soit à de l'alimentation parentérale, soit à de l'alimentation entérale par voie orale lorsqu'elle est possible,
lorsque la tumeur n'est pas sténosante, soit par voie entérale, mais par l'intermédiaire de stomies d'alimentation, soit type gastrostomie ou jéjunostomie d'alimentation. Elles peuvent être pratiquées, enfin, peut être réalisées, pardon, soit par voie endoscopique ou par voie chirurgicale. Endoscopique, lorsque la tumeur, je dis, ne permet le passage de l'endoscope. Mais lorsqu'elle est sténosante et lorsqu'elle est infranchissable, là, on est obligé de faire par voie chirurgicale. Certains font par voie radiologique aussi. Les gastrostomies par voie radiologique ont été décrites, mais ne sont pas utilisées en Algérie à ma connaissance. Donc, quand est-ce qu'on a recours soit à une jéjunostomie d'alimentation ou à une gastrostomie d'alimentation, soit parce que le malade a une dénutrition sévère qui est supérieure à 10% du poids du corps, un amaigrissement qui est supérieur à 10% du poids du corps, lorsque le patient est candidat à un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire un traitement préopératoire type chimiothérapie ou radiochimiothérapie, et il a une tumeur sténosante, alors qui ne permet pas une alimentation entérale adéquate. Dans ces deux cas, on a recours à une stomie d'alimentation qui nous permettra d'alimenter le malade, de lui permettre de reprendre un peu de poids, d'aller au bout de son traitement préopératoire type chimiothérapie ou radiochimiothérapie et permettre une chirurgie dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que la chirurgie radicale, dite R0, reste le seul traitement efficace contre le cancer de l'œsophage. Et qu'est-ce que je veux dire par chirurgie R0? C'est-à-dire chirurgie avec zéro résidu microscopique ou macroscopique. Quand on voit les patients chez qui on propose et on arrive à réaliser ce type de chirurgie, leur courbe de survie, elle est la plus importante, ils ont la survie la meilleure survie. Pour les patients chez qui on réalise une chirurgie incomplète, R1 ou R2, les courbes de survie ne sont pas très satisfaisantes et ils ont des survies qui sont très faibles. Alors, pour réaliser une chirurgie curative dans le cas du cancer de l'œsophage, il faut avoir recours à l'œsophagectomie. L'œsophagectomie peuvent être faites par abord transthoracique, cervical et abdominal, ce qu'on appelle triple abord, ou par double abord, abdominal et thoracique. Voilà. L'abord, triple abord, c'est un abord cervical, abdominal et thoracique. Le double abord, c'est un abord thoracique et abdominal. Pourquoi? Parce que pour réaliser une œsophagectomie, comme l'œsophage il se situe au niveau cervical, thoracique et abdominal, on est obligé des fois d'aborder les trois compartiments. On peut réaliser une œsophagectomie sans thoracotomie, mais je vous ai dit, ce type d'intervention est réalisé essentiellement pour les pathologies bénignes de type caustique. On n'y a plus recours en pathologie cancéreuse. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur l'image de gauche, la dissection de l'œsophage se fait à l'aveugle. Le chirurgien utilise ses doigts, il ne voit pas trop ce qu'il fait. Donc, quand on fait un abord transthoracique, ça nous permet de réaliser une dissection instrumentale, précise, sous contrôle de la vue, et permet de disséquer tout l'œsophage intrathoracique. Alors ça, c'est juste pour vous donner quelques notions, juste pour rappeler que la chirurgie radicale type œsophagectomie par voie transthoracique, soit par thoracotomie ou par thoracoscopie, est le traitement de référence du cancer de l'œsophage. Elle peut être faite par triple abord, ce qu'on appelle l'intervention d'Akiyama, c'est un japonais, ou un double abord, c'est l'intervention de Lewis Santi. Ces deux chirurgiens, Ivor Lewis et Paul Santi, qui ont décrit ce type d'intervention.
Alors, quand est-ce qu'utiliser le triple abord et le double abord? Ça dépend de la localisation tumorale, de l'extension ganglionnaire, de plusieurs autres facteurs, mais que je ne vais pas détailler pour ne pas trop vous embrouiller. Il faut retenir que l'œsophagectomie sans thoracotomie ne doit plus être utilisée pour la pathologie cancéreuse. C'est l'intervention qui a été décrite par Mark Oringer, qui est un chirurgien américain. C'est une intervention qu'on utilise assez souvent pour les pathologies bénignes ou pathologies caustiques. Il faut savoir que la chirurgie reste le traitement de référence, mais il existe des traitements complémentaires qui peuvent faciliter cette chirurgie, et essentiellement, que ce soit pour l'adénocarcinome ou traitements complémentaires type radiochimiothérapie préopératoire, c'est-à-dire néoadjuvante avant la chirurgie, pour réaliser une véritable diminution du volume tumoral et faciliter l'exercice chirurgical, du coup, et améliorer le pronostic, notamment pour les tumeurs qui dépassent la sous-muqueuse œsophagienne, c'est-à-dire pour les cancers invasifs. Maintenant, pour les thérapeutiques préopératoires, pour différentes options thérapeutiques peuvent exister, type chimiothérapie, néoadjuvante, essentiellement pour les adénocarcinomes, chimiothérapie avant et après la chirurgie, toujours pour les adénocarcinomes, chimiothérapie après la chirurgie pour les adénocarcinomes, ou chimiothérapie palliative pour les cancers métastatiques. Donc, toutes ces options peuvent être utilisées pour améliorer le pronostic de la chirurgie, enfin de cette pathologie. Maintenant, il existe aussi des traitements endoscopiques. Essentiellement, c'est pour les tumeurs superficielles. Les résections muqueuses par voie endoscopique, je ne vais pas vous en parler. Ça, c'est le rôle de mes collègues gastroentérologues, qui sont des endoscopistes chevronnés. Et peuvent être aussi à visée palliative, soit pour la mise en place d'endoprothèses, de forage tumoral ou de dilatation, afin de permettre une alimentation, ou pour permettre aussi la mise en place de stomie d'alimentation, type gastrostomie d'alimentation. Là, on est dans le traitement palliatif. Alors, quelles sont les indications? Cancer de l'œsophage cervical, carcinome épidermoïde général, aucun rôle pour les chirurgiens, c'est de la radiochimiothérapie exclusive. Car dans les études, on a retrouvé que la radiochimiothérapie faisait aussi bien que la chirurgie. Donc, pourquoi proposer un traitement chirurgical ou une résection chirurgicale mutilante alors qu'on peut traiter par voie médicale et avoir les mêmes résultats? Par contre, pour le cancer de l'œsophage intrathoracique, type carcinome épidermoïde ou adénocarcinome, ou abdominal en général adénocarcinome, l'œsophagectomie avec ou sans radiochimiothérapie est la règle. Donc, pour guérir un cancer de l'œsophage intrathoracique ou abdominal, il faut réaliser l'exérèse chirurgicale, une exérèse chirurgicale de qualité, c'est-à-dire macroscopiquement et microscopiquement complète. Avec ou sans radiochimiothérapie, pourquoi? Parce que pour les tumeurs qui sont un peu volumineuses, la radiochimiothérapie préopératoire permet de diminuer le volume tumoral et faciliter l'exérèse et améliorer le pronostic avec un meilleur contrôle de la maladie sur le plan systémique. Par contre, pour les tumeurs qui sont relativement petites et facilement résécables, on n'a pas recours à cette radiochimiothérapie préopératoire, mais on a recours à une chirurgie d'emblée. Alors, voilà un petit rappel des indications. Cancer superficiel in situ, T1, traitement endoscopique, mucosectomie. Si cancer épidermoïde, moins de 10 mm, n'ayant pas dépassé la partie moyenne de la muqueuse, donc le traitement suffisant. Pour les adénocarcinomes, on peut aller jusqu'à la partie profonde de la muqueuse. S'il y a une atteinte de la sous-muqueuse, il faudra compléter par un geste chirurgical. Et là, on rentre dans les indications des cancers invasifs. Pour les stades 1 et 2, c'est-à-dire des tumeurs qui sont atteignant la muqueuse, la sous-muqueuse
et la musculeuse avec ou sans atteinte ganglionnaire, l'œsophagectomie, une chimiothérapie peut être proposée pour les adénocarcinomes du bas œsophage et de la jonction œsogastrique. Pour les tumeurs qui dépassent la musculeuse avec ou sans atteinte ganglionnaire, pour les carcinomes épidermoïdes, en général, on utilise une radiochimiothérapie. Elle peut être soit exclusive pour le cancer de l'œsophage cervical, mais elle est suivie de chirurgie pour le cancer de l'œsophage intrathoracique et abdominal. Et pour l'adénocarcinome, il n'y a aucune place pour la radiochimiothérapie exclusive. La chirurgie a sa place, quelle que soit la localisation tumorale, mais en général, comme je vous l'ai dit, les adénocarcinomes sont toujours localisés au niveau du tiers inférieur de l'œsophage, contrairement aux carcinomes épidermoïdes, qui sont le plus souvent localisés au niveau du tiers supérieur. Pour les cancers métastatiques, là, aucune place pour la chirurgie curatrice. Le traitement endoscopique de la dysphagie, s'il est possible. Une chimiothérapie palliative permet de prolonger la survie. Maintenant, s'il n'y a pas de dysphagie, d'emblée, on commencera par une chimiothérapie sans passer par l'endoscopie interventionnelle. Et j'en arrive à la conclusion. Le pronostic de la pathologie cancéreuse est sombre. La survie elle est inférieure à 10% dans tous les cas. Maintenant, le seul malade chez qui on peut espérer une survie prolongée sont les malades à qui on va proposer une chirurgie radicale. Donc, essayez d'amener les malades dans la chirurgie le plus possible à condition qu'ils aient une maladie non métastatique. La radiochimiothérapie et la chimiothérapie en général préopératoire sont là pour faciliter la chirurgie, non pas pour traiter les patients et pour améliorer la survie. Et bien sûr, toujours la prévention en luttant contre l'intoxication alcoolo-tabagique qui constitue le principal facteur de risque de ce type de pathologie. Voilà, j'en ai fini. Alors, je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées. J'espère que je saurai utiliser le logiciel. Alors, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, alors si toutes les questions étaient posées pendant ce cours. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, la première question, vous avez dit qu'on n'opère que 10% des tumeurs bénignes. Il n'y a pas un risque que ces tumeurs deviennent malignes. Alors, les seules tumeurs qui risquent de dégénérer, attendez, ça va trop vite. Les seules tumeurs qui risquent de dégénérer ce sont les polypes ou les adénomes qu'il faut absolument opérer. Mais pour les autres tumeurs, si elles sont asymptomatiques et si elles sont petites, ce n'est pas la peine de les opérer, mais essayer de les réséquer endoscopiquement lorsqu'elles gênent le patient. Alors, pardon monsieur, vous allez un peu trop vite, on n'arrive pas à prendre note. Ce n'est pas grave, vous allez avoir le cours sur la plateforme. Enfin, je vais le laisser au docteur Layana.
Alors, pouvez-vous nous donner les fréquences de ces concerts? Alors, les fréquences des concerts en Algérie, je ne peux pas vous les donner malheureusement parce que on n'a pas les statistiques nationales, il n'y a pas le registre contre le cancer digestif qui n'a pas été encore établi, mais dans le monde, le cancer de l'œsophage, heureusement d'ailleurs, n'est pas très fréquent. Dans le monde, c'est pratiquement le 5e ou le 6e cancer digestif. Donc, après colorectal, bien sûr, les cancers gastriques, le cancer, je dirais plutôt, voilà, le cancer de la vésicule biliaire, le cancer du pancréas, bien le cancer de l'œsophage, un peu avant le cancer du pancréas, fort heureusement. Pourquoi la TDM est contre-indiquée chez la femme enceinte et remplacée? Attendez, ça va trop vite. Voilà. Alors, ça défile trop vite, j'arrive pas. Pourquoi la TDM est contre-indiquée chez la femme enceinte et remplacée par l'IRM? C'est pour ne pas irradier le bébé, mais on peut faire une TDM sans problème une fois que la morphogénèse du bébé est terminée, c'est-à-dire à partir du deuxième trimestre. Mais en général, les radiologues sont toujours réticents à faire une TDM chez la femme enceinte. Mais l'IRM aussi est très performante parce que la résolution spatiale est très élevée et permet de donner l'extension, que ce soit pour le diagnostic positif ou pour le bilan d'extension de la maladie. Peut-on reconnaître les tumeurs d'abricosophe à l'endoscopie? Pour un endoscopiste entraîné, déjà ces tumeurs très rares, on n'en voit pas très souvent, mais il vaut mieux faire des biopsies, envoyer en anapathe, c'est elle qui va poser le diagnostic de certitude. C'est quoi la différence ou la physiopathologie entre le fait pour le cancer épidermoïde, évolution, dysplasie, et celui de l'adénocarcinome, métaplasie, dysplasie. Alors, la séquence de carcinogénèse pour le cancer épidermoïde n'est pas la même que pour l'adénocarcinome. Le cancer épidermoïde se développe sur une muqueuse de type malpighienne. C'est des lésions de dysplasie qui apparaissent après de longues années d'intoxication alcoolo-tabagique. C'est en général des lésions de dysplasie multifocale et qui vont évoluer de la dysplasie de bas grade vers la dysplasie de haut grade, puis vers la néoplasie. C'est pour ça qu'à l'endoscopie, on doit absolument rechercher des éventuelles lésions synchrones pour les traiter aussi. Par contre, pour l'adénocarcinome, pour qu'il y ait dysplasie, il faut qu'il y ait de la métaplasie parce que ces adénocarcinomes se développent sur une muqueuse de type glandulaire. Alors, il faut qu'il y ait de la métaplasie de type glandulaire au sein d'une muqueuse de type malpighienne. Et cette métaplasie va faire le lit de la dysplasie, puis de la néoplasie. Donc, pour qu'il y ait de l'adénocarcinome, il faut de la métaplasie. Et en général, c'est l'endobronchiosphage secondaire à des antécédents de reflux gastro-œsophagien chronique. La classification TNA-méta connaître, non, pas à votre niveau. Elle est disponible, mise à jour, a été mise à jour en 2019. Mais bon, nous, on l'utilise essentiellement pour les indications thérapeutiques. Mais bon, à votre niveau, je ne pense pas que... De toute façon, ça change pratiquement chaque 2 ans. Mais elle est facilement, vous la trouverez facilement sur Internet. Mais elle est sur le cours qu'on va vous remettre.
mais elle n'est pas à apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Quel est l'intérêt d'une chimiothérapie après l'intervention œsophagectomie? Très bonne question. On a recours à la chimiothérapie après chirurgie, essentiellement lorsqu'il y a une atteinte ganglionnaire. Et parce que quand on fait une œsophagectomie, on fait ce qu'on appelle un curage ganglionnaire en monobloc pour évaluer et avoir la classification TNM définitive sur l'examen à l'impact de la pièce opératoire. Alors, si la tumeur retrouve des ganglions métastatiques, il y a un intérêt à faire de la chimiothérapie parce qu'il y a une probabilité que la maladie soit systémique, c'est-à-dire qu'il y ait des cellules micro-métastatiques, ce qu'on appelle des cellules métastatiques plutôt, ou des micrométastases dans le sang, et ça peut faire le lit de localisations secondaires qui peuvent apparaître à distance. Donc, faire une chimiothérapie après chirurgie permet de prolonger la survie d'une maladie qui est contrôlée localement, mais qui est le plus souvent métastatique ou micrométastatique. C'est par rapport à vos toutes premières planches, la vagotomie supprime l'activité péristaltique de l'œsophage. Oui. Non, enfin, la vagotomie, lorsqu'elle est faite, ça dépend du. Lorsqu'on fait une vagotomie chirurgicale, en général, c'est au niveau de la partie terminale de l'œsophage. Donc, l'œsophage reste innervé par toute la partie qu'on laisse en place. Mais quand on réalise une œsophagectomie, on enlève systématiquement les nerfs vagues. Donc, la question ne se pose pas parce que les nerfs et l'œsophage partent en même temps. Maintenant, quand on réalise une vagotomie chirurgicale au niveau de la jonction œsogastrique, il y a une dénervation de l'estomac. Et ça donne des troubles de la vidange gastrique, ça c'est vrai. Mais cette vagotomie n'est plus effectuée depuis très longtemps, notamment même dans le traitement d'ulcère gastrique, depuis que ça a été prouvé par des médecins australiens qui ont prouvé que l'ulcère est une maladie infectieuse qui doit être traitée par les antibiotiques. Je n'ai pas compris la notion d'énucléation. L'énucléation, c'est une chirurgie qui a pour principe d'extérioriser la tumeur sans ouvrir la lumière œsophagienne. Alors, on fait une incision longitudinale en ouvrant la muqueuse, en ouvrant la musculeuse superficielle, longitudinale. Ça permet de mettre à jour la tumeur qui se développe au sein de la paroi œsophagienne et de faire une dissection de proche en proche afin d'extérioriser petit à petit la tumeur tout en gardant intacte la muqueuse. D'où le nom énucléation extramuqueuse. C'est une dissection qui est faite de façon douce et de proche en proche jusqu'à extériorisation et pédiculisation de la masse, ce qui permet de réséquer cette tumeur tout en gardant intacte la muqueuse. Maintenant, si on crée une effraction de la muqueuse, ce n'est pas grave, on peut toujours la réparer. Le principe d'énucléation va à contrario avec le principe de chirurgie radicale. L'énucléation doit être réservée aux tumeurs bénignes, car c'est une résection qui est faite à minima. On ne résèque pas de paroi œsophagienne, on ne résèque que la tumeur. C'est une tumorectomie. Alors que l'œsophagectomie, on résèque l'organe, la tumeur, et les tissus cellulo-ganglionnaires autour, c'est le curage ganglionnaire. S'il vous plaît, c'est quoi la différence entre une exérèse chirurgicale et une énucléation extramuqueuse? Est-ce qu'il y a d'autres types d'énucléation? Je crois que je viens de répondre à la question. Même avec l'œsophagectomie, le pronostic reste mauvais. Ça dépend du stade tumoral. Si c'est une tumeur qui est localement avancée avec des ganglions atteints, le pronostic n'est pas bon. Si c'est une tumeur qui n'est pas localement avancée, qui est diagnostiquée relativement tôt, le diagnostic est bon. Si c'est une tumeur ou si c'est un malade qui répond bien à la chimio ou à la radiochimiothérapie préopératoire, ça améliore le pronostic. Maintenant, s'il y a une mauvaise réponse avec un volume tumoral qui n'est pas réduit après ce traitement préopératoire,
la réponse, le pronostic reste mauvais. Vous avez dit que la radiochimiothérapie est le traitement adéquat pour le cancer de l'œsophage cervical. Mais en conclusion, vous avez dit que la chirurgie, c'est le traitement obligatoire. Pas pour le cancer de l'œsophage cervical, pour le cancer de l'œsophage intrathoracique et abdominal uniquement. Pour le cancer de l'œsophage cervical, la seule place pour la chirurgie, c'est l'échec de la radiochimiothérapie exclusive. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué le fait d'opérer des cancers de l'œsophage cervical, ça n'avait pas de supérieur. Les résultats n'étaient pas meilleurs à la radiochimiothérapie concomitante ou exclusive. Donc, on a recours à la chirurgie s'il y a échec de la radiochimiothérapie. Quelle est l'alimentation qui favorise le cancer d'œsophage? Attendez. Quelle est l'alimentation qui favorise le cancer d'œsophage? C'est des régimes hypercaloriques, consommation d'alcool et le tabac, essentiellement. Intoxication alcoolo-tabagique pour le carcinome épidermoïde, intoxication tabagique et hypercalorique pour l'adénocarcinome. C'est l'obésité et les malades qui fument. C'est pour l'adénocarcinome et les malades qui fument et qui boivent de l'alcool pendant des années pour le carcinome épidermoïde. Quel est le cancer le plus fréquent chez nous? Adénocarcinome ou carcinome épidermoïde? Essentiellement carcinome épidermoïde, même s'il y a une recrudescence au fil des années des adénocarcinomes, du fait du changement un peu du mode d'alimentation, mais ça reste le carcinome épidermoïde, contrairement à l'Occident où l'adénocarcinome a dépassé le carcinome épidermoïde. Mais chez nous, je crois que ça reste, on n'a pas les chiffres, mais a priori, c'est le carcinome épidermoïde. Vous avez beaucoup insisté sur la différence entre adénocarcinome et carcinome. Pouvez-vous résumer brièvement la différence de prise en charge de ces deux cancers? Alors, la différence de prise en charge entre l'adénocarcinome et le carcinome épidermoïde est faite essentiellement que le carcinome épidermoïde a un développement essentiellement au niveau du tiers supérieur et du tiers supérieur de l'œsophage. Donc, il est le plus souvent pas opérable et candidat à une radiochimiothérapie exclusive, contrairement à l'adénocarcinome où le plus souvent est situé au niveau du tiers inférieur de l'œsophage intrathoracique ou au niveau de la jonction œsogastrique et presque toujours candidat à une chirurgie, sauf pour les formes métastatiques. Donc, on opère, nous, chirurgiens, essentiellement les adénocarcinomes. Les carcinomes épidermoïdes, c'est rare qu'on les diagnostique d'abord à un stade utile et à un stade opérable. Maintenant, voilà pour la différence de prise en charge. Maintenant, sur le plan nosologique, c'est carrément deux maladies différentes. Carcinome épidermoïde aussi est beaucoup plus radiosensible que l'adénocarcinome, alors que l'adénocarcinome est beaucoup plus chimiosensible. Alors, question, si l'exérèse chirurgicale est complète, est-ce que la chimio et la radiothérapie sont nécessaires? Alors, si l'exérèse chirurgicale est complète, R0, sans atteinte ganglionnaire, il n'y a aucun traitement complémentaire qui est nécessaire. Maintenant, si l'exérèse est incomplète, on peut mettre de la radiothérapie, c'est-à-dire si elle est incomplète sur le plan histologique, c'est-à-dire la marge chirurgicale est infiltrée, il y a des cellules cancéreuses au niveau des marges, on peut mettre de la radiothérapie, mais essentiellement, le traitement complémentaire post-opératoire reste la chimiothérapie. Donc, on a des fois recours à des traitements complémentaires après une exérèse chirurgicale même complète, lorsqu'il y a une atteinte essentiellement ganglionnaire. Essentiellement de la chimio. La radiothérapie, c'est avant. Est-ce qu'on aura recours à la transplantation œsophagienne? Est-ce qu'elle est pratiquée en Algérie? Non. Elle est pratiquée nulle part, à ma connaissance. Et je pense surtout pas en Algérie.
l'achalasie et l'adénocarcinome. L'achalasie, c'est surtout, si ça doit dégénérer, ça dégénère en carcinome épidermoïde. L'adénocarcinome, à ma connaissance, il n'y a pas de relation entre l'achalasie et l'adénocarcinome. Là, comme je l'ai expliqué, l'adénocarcinome se développe sur une muqueuse de type glandulaire. Donc, pour qu'il y ait néoplasie, il faut qu'il y ait de la métaplasie, dysplasie, puis néoplasie. Alors, souvent, vous pouvez expliquer la différence entre traitement radiochimie néoadjuvante et exclusive. Alors, la différence entre radiochimiothérapie néoadjuvante et exclusive, c'est que dans la radiochimiothérapie néoadjuvante, c'est suivi de chirurgie. Radiochimiothérapie exclusive, il n'y a pas de chirurgie, tout simplement. Alors, est-ce que l'œsophagectomie, dans le cas de la chirurgie R0, est complète? Et si c'est le cas, comment le patient sera-t-il condamné à être avec une sonde toute sa vie pour se nourrir? Non, quand on fait une œsophagectomie R0, on reconstruit la continuité du tube digestif. On ne va pas laisser le malade sans œsophage. On utilise en général soit l'estomac qu'on va tubuliser, on va créer un néo-œsophage, soit le côlon, ce qui est un peu plus rare, mais la plupart du temps, c'est l'estomac qui est utilisé comme transplant. Je ne sais pas si c'est de la transplantation, mais c'est une reconstruction de la continuité digestive. Dans le cancer de l'œsophage, pourquoi on fait que la radiochimiothérapie exclusive? Parce que dans les études, on a retrouvé que la chirurgie n'apportait aucun bénéfice par rapport à la radiochimiothérapie exclusive et qu'il y avait d'aussi bons résultats avec la radiochimiothérapie et que c'était beaucoup moins mutilant qu'une chirurgie d'exérèse. Est-ce que l'œsophagectomie dans le cas de la chirurgie R0 est complète? Ah non, ça, j'ai déjà répondu. Alors, qui m'a posé la même question plusieurs fois. Est-ce qu'une odeur désagréable d'haleine avec constipation est un facteur de risque de cancer? Non. Non. Alors, quel est l'intérêt de la chimiothérapie périopératoire vu qu'on a déjà opéré? Alors, la chimiothérapie opératoire, c'est une chimiothérapie avant et après la chirurgie. Pourquoi? Ça permet d'abord, avant d'opérer, de contrôler la maladie sur le plan systémique et après de consolider un traitement complémentaire post-opératoire. Donc, essentiellement, elle est utilisée pour les adénocarcinomes du tiers inférieur de l'œsophage qui ne sont pas très évolués, c'est-à-dire qu'ils sont pas, le volume tumoral n'est pas très important et pour lesquels il existe une atteinte ganglionnaire qui est objectivée en préopératoire sur l'imagerie ou suspectée sur le scanner. Là, on peut leur proposer une chimiothérapie préopératoire pour améliorer le pronostic parce qu'ils risquent de développer plus tard des métastases au niveau hépatique ou pulmonaire. Voilà, c'est pour éliminer les éventuelles micrométastases qui peuvent circuler dans le sang. Bon, c'est à l'odeur désagréable, elle revient à chaque fois. Alors, je crois que c'est la dernière question. Non, je crois que c'est répondu à toutes les questions. Monsieur Charmant, bon, tu me donnes la main. Hein? Tu me donnes la main. Voilà. Merci tout le monde de votre attention et je vous repasse Dr Layada. Bon, rebonjour. J'espère que c'était une bonne session. Alors, je vous annoncerai sur votre page les 2 cours que vous ferez demain, Inch'Allah. Ça sera exploration fonctionnelle de l'œsophage et troubles moteurs de l'œsophage. Je vous dis, sahaf talkoum et prêt à la fin. Bien sûr.